La contraception est-elle permise dans le judaïsme? Comment la Torah voit le planning familial? La Torah distingue-t-elle entre la contraception masculine et la contraception féminine? En pratique, quels sont les moyens de contraception envisageables? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'Institut Poa. Pour répondre à ces excellentes questions, j'ai le plaisir d'accueillir le Rav Benjamin David. Shalom Aleichem. Shalom Uvracha. Alors Rav Benjamin David, dites-nous, comment est-ce que la Torah voit le planning familial? Ça, c'est une très bonne question. Alors, le planning familial, d'une manière générale, qu'on parle dans le monde de planning familial, on parle de moyens de contraception, on parle d'éducation pour réduire le nombre d'enfants, pour réduire la natalité. Et je dirais que dans le judaïsme, quand on parle de planning familial, on ne parle pas du tout de cette manière, on parle du fait d'établir un planning pour avoir une grande famille, mais qu'on ait cette famille dans la joie, dans la bonne santé, bien sûr, de l'épouse, de la femme qui va accoucher les enfants, et puis que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue psychologique, et que, bien sûr, il y a une harmonie et de la joie dans cette famille. En clair, que tout cela se passe dans le calme et la sérénité. Bien sûr. Alors, vous savez que le fait d'avoir des enfants, c'est d'abord une mitzvah, c'est un commandement divin, le fait d'avoir des garçons, d'avoir des filles, et puis bien que selon les principes de base du Shulchan Aruch, je dirais le base du judaïsme, c'est d'avoir au moins un garçon et une fille, mais on a aussi d'autres mitzvot. On a 2 autres versets dans la Torah qui nous disent que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le monde soit désert, donc le fait de peupler le monde. Et puis on a un autre verset qui est dans les prophètes, de dire que il est écrit Baboker tizra et zaracha ou ba'erev al tinachiyatra. Le matin, c'est-à-dire lorsque tu es Lors jeune, de la jeunesse. dans ta jeunesse, tu dois avoir des enfants, mais aussi dans ta vieillesse, tu dois essayer d'avoir des enfants. Donc, normalement, selon ce principe-là, on devrait avoir une très, très, très grande famille. Donc 12, 15, 18, 26. 26, c'est un beau chiffre. Voilà, 26, c'est un beau chiffre, c'est le nom de Dieu. Mais on voit bien que dans la réalité, bien que des gens qui sont très, je dirais, pratiquants dans le judaïsme, ils n'ont pas 26 enfants. Donc, on parle, oui, de planning familial, du fait qu'il faut avoir ces enfants-là dans la sérénité, surtout dans la santé, bien sûr, que ce soit psychologique et physique de la femme qui va accoucher les enfants, de la maman, et puis aussi du père, et puis aussi de toute la famille, on prend en considération toute la famille. Et donc, on a, oui, une notion de contraception, bien qu'on aurait pu penser que ça va contre l'esprit de la Torah, non. Puisque c'est une mitzvah qu'on doit réaliser dans la sérénité, la joie et la bonne santé, on a une possibilité de prendre des moyens de contraception pour pouvoir espacer les grossesses et s'occuper de sa famille comme il le doit. Alors, si c'est le cas, est-ce que tous les moyens de contraception sont autorisés pour obtenir justement cette fameuse organisation? Ou alors, il y a des moyens qui sont beaucoup plus compliqués au niveau halachique? Alors, au point de vue de la halakha, je dirais qu'il y a d'abord quelques points qu'il va falloir prendre en considération. Il y a une notion dans le judaïsme qui est le fait d'interdire de sortir du sperme en vain. Et donc, vous savez qu'il y a des versets dans la Torah qui parlent de... On raconte l'histoire de 2 enfants de Yehuda qui s'appelaient Er et Onan et qui sont décédés à cause du fait qu'ils ont refusé d'avoir des enfants. Ils ont refusé d'avoir des enfants. Et donc, ils sortaient du sperme, mais d'une certaine manière que ça tombait sur le sol, comme nous dit les versets de la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est fâché contre eux et ils ont mal fini. Donc, on a un interdit grave de sortir du sperme en vain. Et donc, c'est repris dans le Shulchan Aruch. C'est repris dans le Shulchan Aruch, qui est le livre de base de la halacha, des lois juives, qui nous dit que c'est l'interdit le plus grave de la Torah. Okay ? Et donc, c'est bien sûr quelque chose qui est pris en considération aussi dans les sphères de la Kabbalah. C'est quelque chose de considéré comme très grave. Et donc, bien sûr, tout moyen de contraception qui fera qu'il n'y ait pas du sperme qui sort d'une manière naturelle et qui rentre dans ce qu'on appelle les voies vaginales, dans ce cas-là, ce sera interdit par le judaïsme. Alors donc, si on regarde les choses, on arrive à la situation inverse, c'est-à-dire que dès l'instant où la matière séminale ne vient pas donner naissance à un enfant, alors ce serait du sperme en vain et c'est complètement interdit? Non. Alors à ce moment, on n'a plus de moyens de contraception. Alors non.
Parce que dans le judaïsme, on a deux notions qui sont importantes. On a la mitzvah de Piria Verivia, le fait d'avoir des enfants. Mais on a aussi une deuxième mitzvah qui s'appelle la mitzvah Ona. La mitzvah Ona, c'est le fait d'avoir des relations intimes dans le couple. Et donc, lorsque un couple, je dirais, est protégé, par exemple, par une pilule et que la femme ne peut pas tomber enceinte, il réalise quand même une mitzvah. Peut-être pas la mitzvah de Piria Verivia, le fait d'avoir des enfants, mais il réalise, oui, la mitzvah de Ona, la mitzvah d'avoir des relations intimes. Et donc, c'est pas considéré comme sortir du sperme en vain. C'est donc autorisé, dans ce cas-là, d'avoir des relations intimes. Mais si on empêche une possibilité que les liquides séminales se rentrent à l'intérieur du corps de la femme, dans ce cas-là, ce sera interdit. Et donc, bien sûr, le préservatif est totalement proscrit, prohibé par le judaïsme. On ne peut pas utiliser ce moyen de contraception, à moins, je dirais, peut-être, et encore, il faut dans des cas de danger de mort, ok, dans ce cas-là, et ça, ce sera bien sûr des cas très, je dirais, au compte-gouttes. Donc des cas qui doivent être posés par des autorités rabbiniques. Bien sûr, des grandes autorités rabbiniques. Donc, vous avez déjà ouvert le dossier donc, de la contraception masculine. Maintenant, au-delà du préservatif, il y a une autre possibilité qui s'appelle la vasectomie. Si maintenant, on obture les canaux qui permettent aux spermatozoïdes de sortir des testicules, est-ce que ça serait une solution ? Alors déjà, la vasectomie, c'est pas obturer, c'est sectionner les canaux, et donc ça rend la personne tout à fait stérile. Ok, c'est pas simplement boucher, c'est plus que ça. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est considéré vraiment interdit dans le judaïsme. Dans le judaïsme, on a l'interdiction totale de stériliser une personne. On apprend ça, c'est intéressant, on apprend ça d'un verset qui apparemment n'a aucun rapport avec ce sujet-là. On nous dit dans le livre de Vaïkra qu'il est interdit d'apporter en offrande sur le Misbéach, au Beth Amikdash, d'apporter un sacrifice d'une bête, d'un animal qui a été sectionné au niveau castré au niveau des organes génitaux. Et la fin du passouk, la fin du verset nous dit « Et vous n'avez pas le droit de faire ça sur terre ». Et les commentateurs se posent la question « Mais qu'est-ce que c'est ? On n'a pas le droit de faire cela sur terre, sur la terre d'Israël, mais de toute la manière, on n'a pas le droit d'apporter des sacrifices en dehors de la terre d'Israël. » De là, nous apporte comme explication qu'on n'a pas le droit de faire, pas simplement d'apporter comme korban, comme sacrifice cet animal, on n'a pas le droit de stériliser ni des animaux, ni des êtres humains. Et donc, toute stérilisation est considérée comme quelque chose d'interdit. Je vous dirais même quelque chose de plus grave, c'est que, parce que je mets l'accent là-dessus, parce que de nos jours, on a des campagnes internationales pour, je dirais, encourager la vasectomie. Il y a de plus en plus de personnes dans le monde qui se font stériliser. Le but étant justement de neutraliser l'expansion démographique. Voilà. Et alors, il faut savoir que dans le judaïsme, c'est donc interdit par la Torah. C'est quelque chose de très grave. Mais en plus, selon la Torah, une personne qui se serait stérilisée, elle devrait divorcer de sa femme. Elle ne peut plus vivre avec sa propre femme. D'accord, parce qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit qu'une personne qui a été stérilisée, elle ne peut pas venir dans ce qu'on appelle Kahal Israël. Elle ne peut pas venir dans le peuple juif, et donc elle doit normalement et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument faire passer le message, voilà. C'est quelque chose de considéré comme quelque chose de très grave. Alors on va devoir se tourner vers l'autre aspect donc de la contraception, c'est du côté féminin. Est-ce qu'il y a des méthodes qui seraient acceptées par la halakha ? Alors si déjà on a parlé de stérilisation, on va parler aussi d'interdit du fait de ce qu'on appelle la ligature des trompes. Mais aujourd'hui d'abord, ça n'existe plus, la ligature des trompes. De nos jours, on enlève totalement les trompes. Okay, c'est pas une ligature, on met un clip, on peut l'ouvrir demain. D'abord, on peut pas l'ouvrir, mais de nos jours, on enlève totalement les trompes parce qu'on sait que les cancers des organes génitaux de la femme commencent en général par les trompes. Donc, si on n'a plus besoin des trompes, il faut les enlever. Et donc, ça, c'est une question grave de halakha. Mais vous savez que dans le judaïsme, il y a parfois il y a une notion qu'on appelle pikuach nefesh. Pikuach nefesh, lorsqu'une personne est en danger de mort, je dirais qu'on fait une réévaluation des halachot. Et donc, bien sûr, si une femme, par exemple, elle serait en danger de mort si elle tombe enceinte, et que cette femme, elle ne peut pas utiliser aucun autre moyen de contraception, ni une pilule, ni un stérilet, ni rien du tout pour des questions médicaux, pour des problèmes médicaux,
Alors dans ce cas-là, elle devra se tourner vers un décisionnaire rabbinique et il est possible qu'il va envisager dans ce cas-là de donner une autorisation de faire une ligature des trompes. C'est-à-dire que ce cas déjà à la base est prévu par la littérature halachique qui permet dans certains cas d'utiliser même les méthodes les plus extrêmes. Voilà. Mais encore une fois, c'est bien sûr pas pour une histoire de confort. Mais pour une question médicale grave. Alors, sans en arriver à ces extrémités, est-ce qu'il y a des méthodes qui seraient un peu moins invasives et qui, elles, par contre, seraient permises? Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de pilules, par exemple, de pilules contraceptives, alors dans ce cas-là, je dirais qu'on a neutralisé, on s'est détaché des deux problèmes dont on a parlé jusqu'à maintenant. On n'a pas de problème de sortir du sperme en vin, puisque les relations sont tout à fait naturelles. Et puis, on n'a pas de problème de stérilisation, puisque je dirais que la pilule, c'est pas une stérilisation, c'est simplement un arrêt momentané d'une possibilité de tomber enceinte. Dès que la femme va arrêter de prendre une pilule, elle pourra retomber enceinte. Et donc, il n'y a ni problème de stérilisation, ni problème de sperme en vin. Et donc, c'est un moyen de contraception qui est autorisé par les rabbinim, par les décisionnaires rabbiniques. Et je dirais pareil, d'une certaine manière, pareil pour le stérilet, puisque le stérilet, c'est un appareil qui est placé à l'intérieur de l'utérus, qui diffuse des ions par le fait qu'il est... des ions cuivre. Et encore une fois, on n'a pas ni de problème de sortir du sperme en brin, ni de problème du fait que on a une stérilisation, puisque une fois qu'on pourra, la femme désirera de retomber enceinte, elle pourra se faire ôter... Alors, excusez-moi, le stérilet... Ce n'est pas quelque chose qui, en fait, serait un mini-avortement, en fait, où le stérilet retirerait l'embryon qui voudrait se nicher dans la paroi utérine? Alors, c'est vrai que personne pose cette question parce que au niveau de la pilule, il n'y a pas d'ovulation. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de création à la base d'un embryon. Et donc, je dirais, il n'y a pas de problème d'avortement dans cela. Alors que lorsqu'on parle d'un stérilet, il y a une ovulation, il peut y avoir un développement d'un embryon, mais cet embryon-là, il n'y aura pas de ce qu'on appelle de nidation. C'est-à-dire qu'il va se déplacer, l'embryon, il commence à se développer dans la trompe, il va se déplacer vers l'utérus, mais l'utérus, la paroi intérieure de l'utérus, ce qu'on appelle la muqueuse utérus, va être inflammée par ce stérilet, et donc il n'y aura pas de nidation. C'est pas qu'il est tué, massacré par le stérilet. Simplement, il va pas pouvoir trouver un endroit où pouvoir s'implanter, et donc c'est pas considéré comme un avortement. En plus, il faut rajouter que justement ces fameux ions cuivre qui sont libérés par le fil de cuivre qui est enveloppé autour du stérilet porte atteinte à la mobilité des spermatozoïdes, avant même toute fécondation, ce qui est l'essentiel en fait de l'efficacité du stérilet. Et donc, je dirais, il y a moins de chances de tomber enceinte, de telle manière qu'il y ait une fertilité, une fécondation de l'ovocyte, et puis même s'il y a une fécondation de l'ovocyte, il n'y a pas de nidation. C'est pas considéré comme un avortement. Un avortement, c'est lorsqu'une femme est déjà tombée enceinte, qu'il y a ce qu'on appelle un bêta ACG qui est déjà positif. Et là, dans ce cas-là, d'arrêter la grossesse, ce serait considéré comme un avortement. Là, on est en amont et donc c'est pas un problème, je dirais, ilratique. Simplement, il y a certains rabbiniques, c'est pour ça qu'ils préfèrent la pilule que le stérilet, mais il n'y a pas de différence fondamentale. Et puis après, ça va dépendre aussi, bien sûr, de ce que la femme désire, ce qu'elle accepte, il y a des effets secondaires. Sur sa qualité de vie aussi. Bien sûr, il y a des effets secondaires sur chaque moyen de contraception, il y a des effets secondaires, et il y a des femmes qui vont préférer tel moyen, il y en a qui vont préférer d'autres, et bien sûr, on va laisser le choix à la dame de choisir ce qui est pour elle le plus, je dirais, agréable et conforme. Aujourd'hui, il y a certaines femmes qui préfèrent prendre une pilule parce que selon les nouvelles, je dirais, directives médicales de nos jours, on peut assembler des plaquettes de pilules. Donc on peut... C'est-à-dire d'enchaîner, en fait. D'enchaîner des plaquettes de pilules. On peut avoir des règles tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois. Encore une fois, c'est pas à nous, en tant que rabbin, de prendre des décisions médicales, mais on peut dire aux femmes de poser la question à leur gynécologue, et certains gynécologues vont dire de nos jours, il n'y a aucun problème, puisque les taux d'hormones qui sont aujourd'hui dans les pilules sont très très faibles par rapport à ce qu'il y avait dans les années 60. Donc, qui signifierait au niveau halachique
que la période de pureté, en fait, où le couple est permis l'un à l'autre, deviendrait beaucoup plus long. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que certains couples préfèrent utiliser cette méthode. Mais il y en a, au contraire, qui préfèrent qu'il y ait cette coupure tous les mois du fait que la femme doit après passer dans le processus de tahara, de pureté familiale, le fait qu'on se... d'arriver à recréer des retrouvailles. D'un côté, qu'on se sépare l'un l'autre pour pouvoir se retrouver. Et donc, il y en a qui préfèrent ce rythme-là. Mais après, c'est aux personnes de prendre leurs décisions. C'est bien sûr pas à nous de s'ingérer dans leur intimité conjugale. Ok, maintenant, là, on parle quand même de quelque chose qui demande toute une organisation. La pilule, il faut la prendre sur le long terme. Le stérilet, c'est quand même un acte chirurgical simple, certes, mais qui est fait pour du moyen, voire long terme. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait avoir un effet immédiat ? Il y a certains moyens qui sont un effet immédiat, c'est ce qu'on appelle le spermicide. Et le spermicide, c'est donc un produit, je dirais... chimique qui est inséré dans le vagin juste avant les rapports. Et ce produit chimique, bien on utilise le mot spermicide, qui voudrait dire de tuer le sperme, dans la réalité, il ne tue pas le sperme. Simplement, il déforme les spermatozoïdes. Il fait que la mobilité n'est plus comme elle est, leur morphologie n'est plus comme elle doit être. Et donc, ça baisse la possibilité de tomber enceinte. Mais je dirais simplement, ça baisse la possibilité. Ça n'empêche pas la possibilité de tomber enceinte. Donc, c'est pas complètement hermétique. Voilà, l'efficacité de ces moyens, ils sont, je dirais, assez faibles. Alors, encore une fois, c'est aux gens de décider. Si une femme décide d'utiliser un moyen de contraception comme un spermicide, mais il faut prendre en considération que peut-être, elle tombera enceinte. D'ailleurs, il n'y a pas de danger. C'est pas parce qu'elle utilise un spermicide qu'elle va tomber enceinte qu'il y aura un enfant, Khalila, avec un problème médical. Mais il faut qu'elle prenne ça en considération. Donc ça, c'est encore une fois dans le couple de décider. Ce qui est problématique d'utiliser, vous savez, il y a différentes sortes de spermicides. Il y en a qui sont en crème, il y en a qui sont avec des ovules, etc. Il y en a certains qui sont avec des éponges imbibées de spermicides. Et là, ça peut être un problème au point de vue de la halakha, parce que on va justement empêcher une possibilité aux spermatozoïdes qui n'ont pas été endommagés par le spermicide, de pouvoir entrer à l'intérieur de l'utérus. Et donc, certains considèrent cela comme pas vraiment l'utilisation comme d'un préservatif, mais oui, du fait qu'on empêche une possibilité. Il y a en fait une barrière physique qui est effectuée et qui empêche le spermatozoïde d'atteindre l'utérus et les trompes. Ça, c'est interdit. Les rabbinim interdisent ce moyen-là, mais les autres moyens, ils le permettent. Lorsque vraiment, voilà. Si maintenant vous touchez donc la barrière hermétique, on en arrive peut-être à la question du diaphragme. Comment est-ce que la halakha va définir le diaphragme ? Alors le diaphragme, de quoi on parle ? On parle d'une genre de kippa, de petite kippa en latex, dont la femme viendrait habiller en fait l'entrée du col. Voilà, qui va se mettre sur le col et qui va empêcher la possibilité de spermatozoïdes de rentrer à l'intérieur. Alors là, encore une fois, c'est une grande discussion dans le monde rabbinique. Il y en a certains qui interdisent totalement l'utilisation du diaphragme. Puisque c'est une barrière. Parce que c'est une barrière. Il y a certains qui sont plus, je dirais, indulgents par cela, dans le fait qu'ils pensent que, comme c'est très très profond, que c'est pas considéré comme une barrière, que le fait que lorsque le sperme sort, il sort pas directement sur ce diaphragme, il est d'abord dans les voies vaginales, et puis après, ça va le freiner dans sa progression vers l'utérus. C'est une grande discussion chez les rabbinim. Il y en a qui interdisent totalement, et puis il y en a certains qui l'autorisent. Donc ça, encore une fois, chaque femme devra se tourner vers son rabbin, chaque couple vers son rabbin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'a priori, c'est pas un choix de première option. Voilà, c'est un choix, je dirais, de deuxième option. Lorsque une femme, elle ne supporte pas du tout une pilule, qu'elle a essayé de mettre un stérilet, elle a saigné sans arrêt. À cause de ça, elle n'a pas pu aller au mikvé pendant des mois, et donc elle se retrouve dans une situation où elle recherche autre chose, et ça, ce serait une possibilité. Encore une fois, il faut en discuter avec un rabbin. Alors, pour résumer tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, la possibilité de la contraception masculine,
au niveau halachique est assez problématique. Alors, je dirais que de nos jours, j'ai vu, j'ai reçu des articles de gens qui m'ont posé des questions sur certains moyens qu'on essaye aujourd'hui de développer, mais qui ne sont pas du tout encore développés dans le monde, et je ne sais pas s'ils sont tellement fiables. Ce seraient certains sous-vêtements qui font que les testicules chauffent, et du fait que ça baisserait le taux de fertilité des spermatozoïdes, mais que ce serait quelque chose de réversible. C'est-à-dire qu'au bout de, si on enlève ces sous-vêtements, au bout de quelques jours, quelques semaines, la fertilité revient. Il y a d'autres, il y a une pilule qui a été essayée qui fait que il y aurait ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Alors, et que ce serait quelque chose de, encore une fois, de réversible. Alors, si on trouve un moyen réversible dans la contraception masculine, il est possible qu'on puisse l'autoriser, puisque s'il n'y a pas d'écran, encore une fois, entre le sperme et les voies vaginales, et que c'est pas considéré comme une stérilisation définitive, ça pourrait être... mais ça atterrira forcément sur la table des décisionnaires. Bien sûr, une fois que ce sera élaboré, ça sera pratique. Une fois que ce sera élaboré, on devra en discuter. Mais je vais vous dire un petit secret entre nous, c'est que je suis pas certain que les femmes font confiance aux hommes sur ce point de vue-là, et qu'elles prendront toujours, prennent leurs responsabilités que de cela. Donc je sais pas si ça va se développer un jour dans le monde, mais peut-être qu'un jour, oui, ça va se développer. Pour l'instant, on fait beaucoup plus confiance aux femmes. De leur côté, la pilule est la solution qui semblerait être la solution optimale. Pour celles qui ont obtenu une autorisation d'utiliser un moyen de contraception, à peu près équivalent, le stérilet. En dessous, et qui serait soumis à pas mal de conditions quand même, le diaphragme. Et ce qui reste malgré tout problématique, c'est ces fameuses éponges spermicides. Par contre, les spermicides qui sont uniquement chimiques, eux restent une solution. Alors vous avez très bien résumé tous les sujets. Alors bien sûr, il va y avoir d'autres questions qu'on ne va pas développer ce soir, qui sont annexes, je dirais. Certaines femmes saignent quand elles utilisent une pilule, surtout ce qu'on appelle les pilules d'allaitement, les femmes qui allaitent, qui prennent des pilules de ce qu'on appelle à base de progestérone. À base de progestérone uniquement sans oestradiol. Et dans ce cas-là, c'est une question de halakha au point de vue, je dirais, des implications sur les lois de pureté familiale. Il y a certaines femmes qui saignent à la suite de la pose du stérilet, ou bien le fait que le stérilet soit à l'intérieur, c'est aussi une implication sur les côtés de la pureté familiale. Il y a certains aujourd'hui stérilés qui ont des hormones ce qui provoque aussi certains saignements, ou après, il y a plus de règles du tout. Mais ça, encore une fois, ce sont des questions, je dirais, annexes, dont si une femme est confrontée à ces questions-là, bien sûr, il faudra prendre conseil. Et à l'Institut Poua, par exemple, à Jérusalem, on a des femmes qui ont été formées par l'Institut Poua et par des médecins qui sont là pour répondre aux femmes, parce qu'il est bien plus agréable à une femme de parler de ces sujets-là avec une autre femme. Elles se comprennent beaucoup mieux, et puis je dirais que c'est beaucoup plus agréable. Et donc, il y a des femmes à l'Institut Poua qui répondent justement sur ces moyens de contraception. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est préférable de prendre, ce qui est adapté. Et puis, lorsqu'il y a des questions de halakha, bien sûr, après, les rabbanim apportent leurs avis sur ces questions qui sont rapportées par ces femmes, qui sont des conseillères merveilleuses en matière de contraception et en matière de pureté familiale. Alors, merci beaucoup pour ces réponses particulièrement éclairantes. Vous êtes invité à vous informer régulièrement sur le podcast de l'Institut Poua, à vous inscrire à la chaîne, à diffuser ça autour de vous, et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Merci beaucoup.